les administrateurs, les messies et les masses. Les deux règnes de 12 ans débutèrent au milieu de scènes de triomphe à Washington et Berlin durant 2 jours consécutifs. Les 4 et 5 mars 1933, ils devaient finir presque au même moment en 1945. Aujourd'hui, un historien impartial aurait du mal à estimer quel règne produisit la plus grande somme de souffrance humaine. Au début, les deux hommes qui apparurent sur la scène centrale furent tous deux acclamés comme des messies. En Amérique, un certain rabbin Rosenbluth décrivit le président Roosevelt comme un messager divin, le bien-aimé de la destinée, le messie de l'avenir de l'Amérique. Ainsi parla un flatteur politique en des termes destinés à persuader la multitude. En 1937, dans une Prague menacée par Hitler, une connaissance juive me dit que son rabbin prêchait dans la synagogue qu'Hitler était le messie juif, un pieux aîné qui cherchait à interpréter les événements en termes de prophétie lévitique. Tout au long de ces années, les masses dans les deux pays, et à cet égard en Russie aussi, virent leur dictateur président, entre guillemets particulier, leur être dépeint en de tels termes ou en ceux de Big Brothers, papa, oncle, leader bien-aimé ou d'amis au coin du feu. Les antagonismes apparents, M. Roosevelt et R. Hitler, promouvaient tous deux de façon différente le principe destructeur dans ses 3 formes reconnaissables: le communisme révolutionnaire, le sionisme révolutionnaire et le gouvernement mondial d'imposition de la paix qui en résultait. Le règne de M. Roosevelt débuta par une tromperie significative. Il utilisait un fauteuil roulant, mais on ne permit jamais au public de le voir en chair et en os ou en photo avant qu'il ne se mette debout avec de l'aide. Son infirmité était connue. Néanmoins, quelque intelligente directrice décréta que l'on devait présenter à la multitude la fausse image d'un homme robuste, et ce qu'à son dernier jour, et même ensuite, car le sculpteur qui réalisa plus tard son monument à Londres dut le représenter dans cette pose d'homme solide. M. Roosevelt créa un précédent en faisant assermenter son cabinet par la main d'un juif distingué, le juge Cardozo, un sioniste engagé. En 1918, M. Roosevelt avait en effet cédé à M. Brandes et au rabbin Stephen Wise par ses paroles découragées. Ouvrez les guillemets. Utilisez mon nom comme il vous plaira. À la suite de quoi le rabbin Wise avait exigé pour lui un poste de juge à la Cour suprême, fonction qu'il avait reçue d'abord du gouvernement Al Smith de l'État de New York et ensuite du président Herbert Hoover. Ainsi, l'ombre de la double allégeance s'abattit-elle dès le départ sur l'administration de M. Roosevelt, comme sur celle de M. Wilson via la personne de M. Brandes. M. Roosevelt, après l'interrègne républicain de 1921-1933, reprit la politique de Wilson, et c'est dans cet esprit qu'il aborda le problème majeur de l'avenir de l'Amérique à ce moment-là, à savoir si les forces représentées par l'importante émigration juive venant d'Europe de l'Est, qui s'était produite durant les 6 décennies suivant la guerre de sécession, devaient ou non gouverner l'Amérique. Toutes les autorités compétentes avaient observé généralement avec un pressentiment la montée rapide de ce nouveau problème dans la vie américaine et avaient dépeint les effets de la transplantation sur le sol américain d'une large population qui, sous ses directeurs religieux, avait rejeté le concept de multipote et d'assimilation. Monsieur le mentionna dans son Epic of America. Rudyard Kipling, qui vivait en Nouvelle-Angleterre dans les années 1890, écrivit, ouvrez les guillemets, le pays se dépouillait de sa population habituelle et leur place n'avait pas encore été prise par les survivants des décombres d'Europe de l'Est. Les émigrants arrivaient dans les États à une cadence d'environ 1 million de têtes par an. Quelque part à l'arrière-plan, bien qu'il ne le sût pas, se trouvait l'Américain représentatif qui avait retracé ses origines sur 3 ou 4 générations et qui, ne contrôlant rien et n'influant sur rien,
protestait que tous les éléments étrangers pourraient être assimilés et le seraient bientôt à de bons Américains, et pas une âme ne se soucia de ce qu'il disait. Ce qui me frappa, c'était le gaspillage et l'inefficacité apparente face à l'irruption étrangère de tous les efforts indigènes de la génération passée. Ce fut là que je commençai à me demander pour la première fois si Abraham Lincoln n'avait pas tué trop d'Américains autochtones pendant la guerre de sécession au bénéfice de leurs partisans continentaux importés en hâte. C'est de l'hérésie noire, mais depuis j'ai rencontré des hommes et des femmes qui la respiraient. Le plus faible des émigrants de l'ancien type avait été passé au crible et salé par les longs voyages en bateau de cette époque-là. Mais tout démarra vraiment à la fin des années 60 et au début des années 70, quand des cargaisons humaines purent être livrées avec toute leur imperfection en 15 jours ou presque, et 1 million d'Américains plus ou moins acclimatés avaient été tués. Ce problème était seulement nouveau en Amérique. C'était le problème le plus vieux des annales de l'histoire, et comme ce récit l'a montré, il s'était reproduit pays après pays au cours des siècles, chaque fois que l'immigration juive atteignit la proportion d'une marée. Le docteur Weizmann en est témoin, car il l'évoque dans son récit de l'assaut qui mena contre un fonctionnaire britannique, Sir William Evan Gordon, qui se débattit avec ce problème en Angleterre 20 ans avant que celui-ci ne suscite l'inquiétude du Congrès des États-Unis. En 1906, Sir William chercha à le résoudre par un projet de loi sur les étrangers, l'Alien Bill, comme les 60e et 68e congrès des États-Unis, par des lois de quotas. Le Dr Weizmann dit qu'en remplissant son devoir, Sir William, comme le sénateur Pact McCarran et le représentant Francis R. Walter en Amérique dans les années 1950, en vint à être généralement considéré comme responsable de toutes les difficultés placées sur la route des immigrants juifs vers l'Angleterre. Le Dr Weizmann continue ensuite. Ouvrez les guillemets. Chaque fois que le nombre de juifs, quel que soit le pays, atteint le point de saturation, ce pays réagit contre eux. L'Angleterre avait atteint le point où elle pouvait ou voulait absorber tel nombre de juifs, et pas plus. La réaction contre cela ne peut être considérée comme de l'antisémitisme dans le sens ordinaire ou vulgaire du terme. C'est un événement à la fois social, économique et universel, concomitant à l'immigration juive, et nous pouvons nous affranchir. Sir William n'avait aucun préjugé antisémite particulier. Il a agi de la façon la plus bienveillante possible dans les intérêts de son pays. Selon son opinion, il était physiquement impossible à l'Angleterre de réparer les torts que la Russie avait infligés à sa population juive. Je suis assez convaincu qu'elle serait opposée de la manière à l'afflux massif de n'importe quel élément étranger. Mais il se trouve qu'aucun autre élément étranger n'insista pour être admis dans de telles proportions. 40 ans plus tard, le Dr Weizmann s'adressa de la même façon aux Juifs d'Amérique. Ouvrez les guillemets. Certains pays peuvent diriger un certain nombre de Juifs. Une fois que l'on a passé ce nombre, quelque chose de radical doit avoir lieu. Les Juifs doivent partir. Le Dr Weizmann présenta ainsi sobrement l'argument valable contre l'immigration juive, libre seulement parce qu'il parlait principalement aux Juifs, et martelait en eux l'argument talmudique que les Juifs ne peuvent pas être assimilés. Cet argument est essentiel aux sionistes, mais ce n'est pas vrai en soi. Les passages cités montrent qu'en 1906, un homme d'autorité était encore capable de déclarer que son pays ne pouvait pas réparer les torts censés avoir été infligés aux Juifs dans un autre pays, et que les intérêts de son pays dirigeaient sa tâche. Dans les décennies suivantes, tous les érudits acteurs d'Occident en firent une politique nationale pour remédier aux torts supposés faits par un tiers, un grand dame d'une quatrième partie innocente. La dernière remarque du Dr Weizmann dans l'extrait cité au-dessus montre l'absurdité
affirmant que quand le nombre de juifs digérables est dépassé dans n'importe quel pays, ouvrez les guillemets, quelque chose de radical doit avoir lieu. Les juifs doivent partir. Lui et ses associés, pendant un demi-siècle, avaient utilisé tout leur pouvoir en Amérique pour gagner un accès libre pour les juifs, de sorte que, selon ses propres mots, il menait délibérément les juifs d'Amérique au désastre. Le temps viendra, si ce qu'il dit est vrai, où les gouvernements des autres pays du monde seront sous pression d'accepter de grands nombres de juifs venant d'Amérique à cause, entre guillemets, des torts qu'on leur fait là-bas. Tel était le contexte de la question dominante dans la vie américaine quand M. Roosevelt devint président. Entre 1881 et 1920, plus de 3 millions d'immigrants venant de Russie et légalement enregistrés entrèrent aux États-Unis. La plupart d'entre eux étaient des juifs sionistes selon le Bureau du recensement des États-Unis. Le pays contenait 230 000 juifs en 1877 et environ 4 500 000 en 1926. Seules les estimations sont disponibles à tout moment eu égard à la population juive, étant donné que les aînés s'opposent au recensement réalisé par d'autres, et ces chiffres sont généralement considérés comme ayant été largement sous-estimés. Dans la décennie suivante, les chiffres échappèrent à toute vérification, principalement par suite de changements dans la classification des immigrants ordonnés par le président Roosevelt. Et même les autorités compétentes n'essaient pas d'évaluer le taux de l'immigration non enregistrée et illégale. Les observateurs compétents jugent que le nombre total des Juifs aux États-Unis tourne peut-être autour de 10 millions actuellement. En tout cas, la plus importante communauté unique de Juifs dans le monde se trouve aujourd'hui en République américaine et ayant été transplantés au cours des 2 dernières générations. Proportionnellement à la population américaine totale, même l'évaluation la plus haute n'atteindrait pas un dixième. En soi, c'est un groupe relativement petit, politiquement organisé pour faire pencher l'équilibre des forces. Il est d'une importance décisive. Ce problème fut reconnu et le comité sur l'immigration déclara au Congrès 1921. Ouvrez les guillemets, les processus d'assimilation et d'amalgamation sont lents et difficiles avec la population des parties brisées de l'Europe qui se sont dirigées ici en nombre toujours plus croissant. Pourquoi ne pas vérifier péremptoirement le flot par cette mesure provisoire et essayer en attendant l'expérience unique et nouvelle d'imposer toutes les lois sur l'immigration à nos statuts? Une loi de quotas adoptée alors limita le nombre de toutes nationalités pénétrant aux États-Unis à 3% des personnes nées à l'étranger possédant cette nationalité et résidant aux États-Unis en 1910. Le Congrès suivant alla beaucoup plus loin que la déclaration générale citée ci-dessus. Elle spécifia le danger, le même comité rapportant, ouvrez les guillemets, si le principe de liberté individuelle gardé par un gouvernement constitutionnel est créé sur ce continent il y a presque un siècle et demi et de continuer la tendance de base de notre population doit être maintenue et nos standards économiques préservés, les Américains n'admettent pas le droit d'un groupe étranger, quel qu'il soit, à dicter le caractère de notre législation. Les années qui suivirent alors montrèrent que la conséquence de la présidence de M. Roosevelt serait de briser le principe exposé, changer la tendance de base, entre guillemets, et permettre à un groupe étranger, entre guillemets, de dicter la politique nationale. M. Roosevelt, comme M. Wilson, M. Lloyd George et le général Smoot, fut manifestement choisi avant d'être élu. M. Wooden dit que M. House choisit Roosevelt comme candidat naturel à la présidence bien avant tout autre politicien responsable. Le choisit comme secrétaire adjoint à la marine en 1913 et ensuite, au fil des années, le prépara pour la présidence, s'attendant à gouverner à travers lui comme à travers le président Wilson, puis quelque chose tourna mal. M. House était certain que le président Roosevelt lui rendrait visite, mais se rendit alors compte que certaines personnes ne veulent pas que le président m'écoute. Ces gens étaient manifestement trop forts car M. House fut abandonné sans aucune courtoisie et disparaît de l'histoire à ce moment-là, en 1933.
On ne peut qu'offrir qu'une conjecture raisonnable concernant les raisons. M. Housse, à 75 ans, regrettait le jeune Philippe Dru de 1912, qui pensait que la Constitution américaine était démodée et grotesque. S'était emparé du pouvoir par la force et avait ensuite gouverné par décret extraordinaire. Il avait un nouvel ensemble d'idées plus sobres et responsables, prêtes pour M. Roosevelt, et depuis sa relégation, il observa ensuite avec interdiction la concentration du pouvoir irresponsable se trouvant entre les mains de M. Roosevelt. M. Housse avait poussé le président Wilson pour son premier acte majeur à décrire dans la Constitution américaine comme 16e amendement la mesure destructrice principale proposée dans le manifeste communiste de Karl Marx de 1848. Ouvrez les guillemets, l'impôt sur le revenu progressif. Mais dans les années 1930, M. Housse fut alarmé par le contrôle complètement non entravé du trésor public obtenu par son second Rockland. Vraisemblablement, alors M. Housse fut écarté parce qu'il avait reculé devant ses idées précédentes, car ces idées originales gouvernèrent la politique de M. Roosevelt tout au long de ces 12 années à la présidence. Il soutient la révolution mondiale. Son premier acte majeur de politique nationale fut de reconnaître le gouvernement communiste. Et dans la guerre qui s'ensuivit, il reprit la politique de Housse-Wilson, de soutien à tous, entre guillemets, et soutient le sionisme révolutionnaire. Finalement, il reprit l'ancienne idée de la Ligue d'imposition de la paix et la réimposa à l'Occident sous un nouveau nom, celui des Nations Unies. M. Roosevelt mit ainsi les idées de Philippe Dru en pratique de façon plus étendue à propos de M. Wilson à la génération précédente. Son secrétaire à l'intérieur, M. Franklin Callan, avait dit, ouvrez les guillemets, tout ce que Philippe Dru avait préconisé va arriver. Le président en revint à Philippe Dru finalement. Quant à M. Roosevelt, 20 ans plus tard, le biographe de M. Housse, M. Houden, dit « Il est impossible de comparer la législation suggérée par Dru avec celle de M. Roosevelt et ne pas être impressionné par leur similitude. Ceci est un exemple illustrant la transmission d'idées de génération en génération parmi un groupe dirigeant. Les idées de M. Housse étaient celles des révolutionnaires de 1848 qui provenaient à leur tour de Weishaupt et des révolutionnaires de 1789 qui les tenaient de quelques sources précédentes. Quant à M. Housse les abandonna, elles furent transmises sans accroc au groupe dirigeant qui entourait un autre président, et l'homme même qui avait modifié ces idées fut laissé de côté. M. Housse fut le seul perte au sein du cercle intérieur. M. Bernard Baruch était conseiller de M. Roosevelt avant même que celui-ci ne devienne président. Madame Eleanor Roosevelt rapporte que M. Baruch était un conseiller digne de confiance de mon mari, tant à Albany qu'à Washington, c'est-à-dire au cours du mandat de 4 ans de M. Roosevelt en tant que gouverneur de l'État de New York, avant sa nomination présidentielle. Pendant cette période pré-présidentielle, M. Roosevelt, selon un des biographes de M. Baruch, M. Maurice V. Rosenblum, bien que l'Amérique eût désavoué la Société des Nations, avait rédigé le plan d'un nouvel organisme qui devait s'appeler les Nations Unies. Le rabbin Stephen Wise et M. Brandes du groupe précédent, entourant le président Wilson, se regroupèrent autour du président Roosevelt. Les mesures antisémites d'Hitler en Allemagne à cette période ravivèrent le désir de M. Brandes de chasser les Arabes de Palestine. Dès les débuts des 12 années de M. Roosevelt, il est possible que quelques doutes aient surgi concernant la docilité et que des moyens aient été trouvés pour s'en assurer. Le lecteur se rappellera la tentative de Rockland d'affirmer son indépendance en 1912 et l'allégresse des conspirateurs jubilant devant sa capitulation. Cela expliquerait le fait curieux que le rabbin Stephen Wise, qui avait fait campagne pour M. Roosevelt comme sénateur en 1914 et comme gouverneur de l'État de New York en 1928, ne le soutient pas.
pour la présidence en 1932. Quelque chose se produisit alors qui rassura le rabbin, car immédiatement après l'élection de M. Roosevelt, il proclama que le nouveau président avait regagné mon admiration sans borne, et en 1935, il était redevenu un intime à la Maison-Blanche. À la lumière de l'expérience antérieure, l'identité des hommes entourant le président Roosevelt indiquait clairement la politique qu'il poursuivrait. Il rendit cela plus clair en élargissant le cercle de ses conseillers juifs. En 1933, cela prit une nouvelle signification. En 1913, les conseillers juifs du président Wilson furent publiquement acceptés en tant qu'Américains, comme n'importe quel autre Américain, et simplement de religion juive. En 1933, la question de leur allégeance avait été soulevée par l'aventure sioniste en Palestine. De plus, les questions de la révolution mondiale et de gouvernement mondial avaient surgi depuis 1913, et ces deux questions projetèrent aussi la question de l'intérêt national américain, si bien que les sentiments entretenus à leur égard dans le cercle immédiat du président devinrent une affaire de première importance. Tout cela prêta une signification spécifique à la déclaration précédente du Congrès de 1924, niant le droit, entre guillemets, d'un groupe étranger, quel qu'il soit, à dicter le caractère de notre législation. Parmi les conseillers présidentiels, plusieurs étaient de naissance étrangère ou devinrent étrangers. Dans les faits, de par leur dévotion au sionisme ou leur attitude envers la révolution mondiale et le gouvernement mondial, dans ce sens, un groupe étranger incarnant l'immigration massive des 100 années précédentes se forma autour du président américain et dirigea, entre guillemets, le cours des événements. Les 12 ans qui suivirent montrèrent que tout conseil, entre guillemets, mis en pratique par le président devait être à l'avantage du principe destructeur dans ses trois formes associées, communisme, sionisme, gouvernement mondial. Éminent parmi ses conseillers, en plus des 3 hommes puissants nommés ci-dessus, se trouvait le professeur viennois Félix Frankfurter, le biographe de M. Hus. M. Wooden, qui exprime l'avis de M. Hus, pense qu'il était le plus puissant de tous. Ouvrez les guillemets, le professeur Frankfurter était le double de M. Roosevelt, plus que tout autre. Le que M. Hus avait joué pour le président Wilson, le rôle joué par des conseillers officieux est toujours difficile à déterminer, et cet avis pourrait placer le professeur Frankfurter trop haut dans la hiérarchie. Cependant, il était sans aucun doute important, lui aussi pénétra d'abord dans le cercle consultatif sous M. Wilson, comme M. Brandes et M. Cardozo, et devint juge à la Cour suprême et n'apparut jamais ouvertement dans la politique américaine. Pourtant, les effets de son influence sont plus évidents à retracer que ceux d'autres hommes qu'on doit chercher profondément. Il était le directeur de faculté de droit de Harvard pendant les années 1930, et ce titre forma une génération entière de jeunes hommes qui devaient donner une forme définie aux événements des années 1940 et 1950. Par la suite, ils reçurent une préférence marquée pour des postes élevés au cours de leur carrière. Il comprenait en particulier M. Alger Hiss, qui par procès et condamnation fut exposé comme un agent communiste, bien qu'il fût un haut conseiller du président Roosevelt. Le juge Frankfurter apparut volontairement au procès pour témoigner du caractère de M. Hiss. M. Dan Acheson, qui en tant que secrétaire d'État américain à cette période déclara qu'il, ouvrez les guillemets, ne tournerait pas le dos à M. Hiss, ainsi que d'autres. M. Hiss joua un rôle important à la conférence de Yalta, où l'abandon de la moitié de l'Europe aux mains de la Révolution fut décidé. La période de M. Acheson au gouvernement coïncida avec l'abandon de la Chine à la Révolution. À part ce groupe distinct de jeunes hommes apparemment formés pendant les premières années de fonction du président Roosevelt, pour reprendre le département d'État, le président fut accompagné au plus haut niveau par un groupe de conseillers juifs, M. Henry Morgenthau Jr., un sioniste majeur dans le plan Morgenthau de 1944, fut la base originale du partage en deux de l'Europe en 1945, fut son ministre des Finances pendant 11 des 12 années.
D'autres associés intimes étaient le sénateur Herbert Lehrman et autres sionistes majeurs qui prirent une grande part à la promotion du deuxième exode entre guillemets de l'Europe en 1945 et 1946, qui mena à la guerre en Palestine. Le juif Samuel Rosenman, un résident hôte de la Maison-Blanche qui aidait à écrire les discours de M. Roosevelt, M. David Niles, de parenté russe, et pendant de nombreuses années, entre guillemets, le conseiller sur les affaires juives de M. Roosevelt et de son successeur Benjamin Cohen, un auteur de la déclaration Balfour en 1917, et un autre sioniste important et trois juifs de Russie, M. Sidney Hillman, Isadore Lubin et Léo Pazvolski. Ces noms principaux de l'entourage personnel du président ne représentent que le pinacle d'un édifice qui fut installé autour de toute la vie politique américaine. Cette croissance soudaine d'influence juive dans les coulisses du pouvoir n'était manifestement pas un phénomène naturel spontané. La sélection était discriminatoire. Les juifs antisionistes, antirévolutionnaires et anti-gouvernement mondial en étaient exclus. La formation de cette garde de palais, entre guillemets, était impopulaire, mais les conseillers officieux sont difficiles à attaquer sur des points spécifiques. Et M. Roosevelt ignora toutes les protestations et ainsi escorté commença sa présidence renouvelée 3 fois. Hitler apparut simultanément comme le symbole à ce moment de la persécution juive mathématiquement récurrente et selon les calculs des conseillers du président Roosevelt, prit la place occupée par le tsar 20 ans auparavant selon les calculs des conseillers de M. Wilson. La longue durée de M. Roosevelt au pouvoir fut principalement due au plan maître de M. Hus pour gagner les élections conformément à cette stratégie d'appel intensif au vote fluctuant, entre guillemets, de la discrimination, entre guillemets, devint le slogan principal. Elle fut soulevée au nom des Noirs, qui furent utilisés comme un prétexte et fut en fait utilisée pour écraser l'objection à l'influence excessive du groupe étranger représenté par la garde de palais. Couplée avec elle, elle était l'appel aux pauvres sous forme de promesse de faire payer les riches. Cette stratégie s'avéra si efficace que les républicains battirent en retraite et commencèrent à rivaliser avec les démocrates pour la faveur du groupe étranger, entre guillemets, qui était considéré comme l'arbitre des élections. De cette façon, l'emprise secrète sur le pouvoir fut verrouillée et l'électeur américain fut en fait privé de véritables choix entre les partis. M. Roosevelt se fortifia par sa politique de déficit de dépenses, entre guillemets, dont la théorie de base était que la quantité de dette publique était sans importance, comme l'État la devait seulement à lui-même. À ce stade, les Américains perdirent et n'ont depuis jamais regagné le contrôle du trésor public, et l'occupant de la Maison-Blanche est devenu à même d'un trait de plume d'ordonner des dépenses qui auraient, à une époque précédente, couvert les budgets annuels d'une demi-douzaine d'États économes. M. Roosevelt acquit ses pouvoirs en invoquant le besoin de vaincre, entre guillemets, la crise, et il provoqua l'urgence permanente dans laquelle son pays vit toujours. Sa présidence suivit un dessein manifestement prédéterminé et le cours des événements dans le monde aurait bien pu être entièrement différent si elle avait été plus courte. Cependant, le mécanisme caché était si efficace et l'emprise de ses mentors sur lui était si assurée qu'il fut maintenu en fonction par 3 réélections. Une seule fois, sa position permanente fut menacée d'interruptions inattendues, dangereuses pour ses plans. Dans un État du Sud, la Louisiane, surgit un politicard du genre de M. Roosevelt, M. Huey Long, un jeune démagogue au visage charnu et aux cheveux bouclés, issu d'un foyer de pauvres péquenots, devint populaire comme M. Wilson et M. Roosevelt, en attaquant les intérêts, entre guillemets, dans sa campagne, les intérêts pétroliers en général et la Standard Oil en particulier. Idole des blancs pauvres, il fut élu gouverneur en 1928 et essaya immédiatement de se procurer de l'argent pour construire des écoles en plaçant un impôt sur le pétrole, sur quoi, à l'ouverture de la législature de la Louisiane, un certain rabbin Walter Payser refusa d'invoquer une bénédiction, le traitant de gouverneur indigne.
M. Long devint encore plus populaire et fut élu au Sénat des États-Unis où, en mars 1935, il consacra la grande partie d'un discours à une attaque contre M. Bernard Baruch, en qui il voyait apparemment le représentant suprême des intérêts concernant la seule accusation jamais faite contre M. Long, qui avait beaucoup d'associés juifs, était celle qui était antisémite. M. Long devait une force dans le pays, et il écrivait un livre intitulé « My First Week in the White House », contenant les illustrations qui montraient M. Roosevelt ressemblant beaucoup au Roosevelt de Yalta, écoutant humblement la sagesse d'un huet long, vigoureux et exubérant. Il avait l'intention de battre M. Roosevelt en le surpassant dans la compétence particulière de M. Roosevelt, dépenses prodigues et promesses prodigues, et le fit d'une façon ingénieuse. Il était probablement plus rusé que M. Roosevelt. M. Long avait son programme « partager la richesse » entre guillemets, et chaque homme, un roi entre guillemets, contrôla la machine politique en Louisiane. Quand l'argent de Roosevelt commença à se déverser dans les États pour les dépenses concernant toutes sortes de projets de crise et incidemment concernant les votes, M. Long le détourna calmement à ses propres fins similaires et fit adopter par la législature de la Louisiane une loi interdisant aux autorités locales de recevoir tout argent de Washington dans le consentement d'un conseil d'État de Louisiane. Comme il contrôlait ce conseil, il intercepta le flot de la corne d'abondance et l'argent fut dépensé pour augmenter sa force de vote et non celle de M. Roosevelt. Il fit avec l'argent public ce que M. Roosevelt faisait, mais pour son propre compte politique. En 1935, la deuxième campagne électorale de M. Roosevelt pointait à l'horizon. Soudain, ses conseillers prirent conscience du fait que M. Long était populaire, bien au-delà de sa Louisiane natale. C'était une figure nationale. Le comité national démocrate, ouvrez les guillemets, fut stupéfait quand un sondage secret révéla que Long pouvait réunir sur une liste tiers entre 3 et 4 millions de votes et que son plan partage la richesse avait entamé profondément la force démocrate dans les États industriels et agricoles. M. John T. Flynn, dont M. Long, même s'il aurait pu devenir président à cette période, aurait certainement pu empêcher la réélection de M. Roosevelt, à la petite minorité dirigeante contemplait soudainement un perturbateur de leur régime. Cependant, comme le dit M. Flynn, ouvrez les guillemets, le destin était devenu démocrate et il le restera. Le 8 septembre 1935, M. Long fut abattu dans le Capitole de la Louisiane par un jeune juif, le docteur Carl Austin West. On ne le reconnaîtra jamais le mobile parce que le docteur West, qui aurait pu l'expliquer, fut tué par le garde du corps peu rapide de M. Long. L'effet politique était clair, la réélection de M. Roosevelt était assurée. La suggestion habituelle d'un fou, entre guillemets, fut transmise à l'opinion publique et divers autres mobiles, n'appliquant pas la folie, furent aussi suggérés. Aucune enquête publique ne fut menée, comme dans les cas d'autres assassinats politiques des 100 dernières années, pour lesquels l'enquête fut refusée ou écourtée. Des enquêtes telles que celles qui ont été faites par exemple dans le cas du président Lincoln, de l'archiduc François Ferdinand et du roi Alexandre de Yougoslavie n'ont jamais corroboré la théorie, toujours avancée, du fou, entre guillemets, solitaire, mais ont révélé une organisation minutieuse et un soutien puissant. L'élimination de M. Long détermina la pattern des événements pendant une décennie, de sorte qu'elle fut aussi importante dans ses effets que les meurtres d'hommes plus haut placés. M. Roosevelt fut réélu en 1936. Sa tâche assignée était manifestement de impliquer son pays dans les enchevêtrements étrangers de M. House et de M. Wilson. Et comme M. Wilson, il promit en élection de maintenir le pays en dehors de ces derniers. Entre-temps, le tumulte à propos d'Hitler grandit, et comme je l'ai montré, sa persécution des hommes fut subtilement transformée en persécution des Juifs. M. Roosevelt, juste 2 ans avant la Seconde Guerre, fit une déclaration publique, quoique énigmatique, qui pour les initiés était un engagement à impliquer
son pays dans la guerre et à la faire principalement pour la cause représentée par sa garde du palais. M. Wilson avait fait sa déclaration publique contenant sa menace contre la Russie en décembre 1911, environ 3 ans